Alors, bon, je pense que vous le savez tous, mais donc la soirée de ce soir est co-organisée par deux plateformes portail de médias indépendants, donc le portail de Basta et la Presse Libre, regroupement de plusieurs médias indépendants. Mais sur ces deux initiatives, nous vous dirons tout après la table ronde qui va commencer maintenant. Et vous saurez absolument tout. Quant aux questions de la salle, un temps sera réservé pour elles à la toute fin de cette soirée, c'est-à-dire après la table ronde et après les présentations des initiatives. Alors, on va commencer par maintenant faire parler un peu toutes ces brillantes personnes qui sont sur l'estrade et qui piaffent de nous dire ce qu'elles ont à nous dire. Alors, cette table ronde donc, sera animée par Sophie Chapelle. Et co-animé par Daniel Schneiderman. Voilà. Alors, on va pas tenter les applaudimètres hein, ce soir, parce que c'est une soirée qui est poursuivie sous le signe de la convivialité et non pas de la concurrence. Alors, je vais vous présenter les invités donc, qui vont prendre la parole. On va dire de gauche à droite pour moi, sans que ça ait une signification politique particulière. Donc, à côté de Sophie Usul, bien connue des services de, j'imagine, beaucoup de gens qui consultent la presse indépendante. Usul, vidéaste, et que voilà, on te présentera plus en détail par la suite. Donc, Kautar Archi, qu'on remercie particulièrement d'être là ce soir. Alors j'ai vu que vous... alors je précise un truc, c'est que parmi les gens qui sont là, et Sophie et moi, il y a des gens qu'on tutoie dans la vie, qu'on vous voit dans la vie, mais on a pensé que ce serait bizarre, et donc on a décidé arbitrairement que ce soir, tout le monde se tutoyait sur cette estrade. Donc tout le monde va se tutoyer. Kautar, alors on t'a intitulé sociologue, mais moi je trouve que tu es au moins autant romancière que sociologue. Voilà, en tout cas, je connais davantage ton travail en tant qu'écrivaine et romancière que sociologue, mais effectivement, ce sont des romans dans lesquels la sociologie tient une place importante. Élodie Nas, tu es déléguée générale de la Maison des lanceurs d'alerte, et on trouvait très important que quelqu'un soit là aujourd'hui pour représenter les lanceurs d'alerte. Alors les lanceurs d'alerte dans toutes sortes d'institutions, d'organismes, etc. Il y en a partout des lanceurs d'alerte. Et il nous a semblé que la presse indépendante était particulièrement importante pour les lanceurs d'alerte. Arié Halimi, qu'on ne présente plus, donc avocat. On s'est rencontrés il y a quelques années au moment du collectif Stop Bolloré, qu'on avait lancé ensemble parmi d'autres au moment où Éric Zemmour a commencé à sévir sur CNews. Alors tu ne traites pas que des questions de violence policière, mais enfin tu traites beaucoup de questions de violence policière, questions dans lesquelles le rôle de la presse indépendante est important, on en parlera. Valérie Masson-Delmotte, climatologue, et là il nous a semblé important, parce que bon, tu es quand même une scientifique relativement médiatisée, hein, et il nous a semblé important que tu nous racontes comment les questions climatiques sont appréhendées, on va dire peut-être différemment, par les médias mainstream, comme on dit, les médias installés, les médias des milliardaires, on peut les appeler comme on veut, et les médias indépendants. Et enfin Mathilde Larère, donc toi tu es historienne, il me semble que ta spécificité, ta particularité en tant que chercheuse et en tant que scientifique, c'est de t'être approprié très vite d'abord les réseaux sociaux et ensuite par les réseaux sociaux les médias indépendants, puisque tu as été chroniqueuse sur d'éminents médias indépendants, dont évidemment Mediapart et Arrêt sur Image. Certains dans cette salle s'en souviennent peut-être. Mais alors, on va commencer par toi. Et finalement, comme tu es historienne, on va commencer par ta spécialité à toi, c'est-à-dire te demander un éclairage sur les rapports historiques, si tu veux, entre l'apparition des médias et l'indépendance, et le concept de l'indépendance. Merci, et bonsoir à toutes et à tous. En fait, quand les médias sont nés, quand la presse est née,
la presse telle qu'elle ressemble plus à ce qu'elle est maintenant, elle est née tout de suite libre, indépendante et plurielle. Enfin, c'est-à-dire en 1789, la presse, elle est d'abord comme ça. Elle n'est pas aux mains des aristos. Pas du tout, pas du tout. Avant même que la liberté d'expression soit reconnue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des journaux ont commencé à apparaître, ont été publiés, avec chaque groupe politique qui avait son journal, des journaux révolutionnaires, des journaux contre-révolutionnaires. Donc dès le début, on a tout ce qui est hyper important dans l'histoire de la presse indépendante. Il y avait une presse indépendante de droite à l'époque. Mais bien sûr, l'Ami du Roi, c'est une presse indépendante de droite. Mais c'était très important, en fait. La pluralité était considérée comme justement ce qui changeait par rapport à l'Ancien Régime. Alors, ce qu'il y a, c'est que très vite, cette indépendance, elle a fait peur. Et pendant la Révolution française jusqu'au début du XXe siècle, c'est à l'État qu'elle fait peur d'abord. C'est plutôt ça qui a posé problème. Et tout le XIXe siècle est l'histoire d'un combat entre l'État et la presse indépendante, avec en fait une histoire qui est très sinusoïdale. En gros, à chaque révolution, la presse libre, indépendante et plurielle renaît comme le phénix de ses cendres, là, et dès que les pouvoirs après les révolutions s'installent, au mieux en essayant de freiner les révolutions, au pire en essayant de l'écraser, c'est la presse indépendante qui en fait les frais, avec tout un arsenal juridique pour empêcher la presse indépendante. Mais c'est vrai que pendant longtemps, le problème, c'est plutôt l'État. Mais historiquement, au XIXe siècle, ces moments de révolution, c'est des moments où on va avoir une presse libre, indépendante d'opposition, une presse sociale. Sans la presse libre et indépendante, les ouvriers, ils n'ont pas la parole. Et c'est hyper important qu'il y ait cette possibilité de cette presse, parce que les artisans, les ouvriers, alors le monde rural moins, mais en tout cas le monde populaire des villes, c'est clair, et une presse de femmes. Enfin, je veux dire, l'histoire des journaux féministes, elle est absolument intrinsèquement liée à l'histoire de la presse indépendante. L'un des moments dans notre histoire où il y a eu le plus de journaux indépendants, libres, etc., c'est la Commune de Paris. Enfin, c'est pas un hasard, hein, c'est là qu'il y a le plus de titres. Alors, avec l'installation de la Troisième République, la question des dangers de l'État tend à se lever, même s'il en reste. Hein, il y a les lois scélérates contre les journaux, et puis il y a les fermetures au moment des guerres. Mais c'est là qu'on va avoir une nouvelle menace, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est la concentration des titres dans la main de quelques hommes, et qui utilisent en fait ces pouvoirs médiatiques pour une hégémonie culturelle qui est contraire à l'émancipation. Et ça commence dès le début du XXe siècle, et c'est particulièrement net dans l'entre-deux-guerres. Et en fait, pendant la guerre, le mouvement de la résistance, qui n'est pas qu'une résistance militaire à l'occupant, mais qui est aussi un espace pour penser un monde meilleur, ce qu'on va appeler après le CNR, le programme du CNR, il pense la presse. Et quand on regarde le programme du CNR, j'ai marqué, parce que c'est vraiment très net, la liberté de la presse, le CNR annonce la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, donc le danger du 19e, et des puissances de l'argent, le danger du 20e. Et il y a eu des ordonnances en 1944 qui ont vraiment essayé de mettre ça en place. Enfin, quand même, c'était un chouette truc, hein, on a tendance à l'oublier, mais transparence de la capitalisation des journaux, interdiction des concentrations horizontales et verticales, interdiction pour le propriétaire d'un journal de tirer ses revenus d'autres fonctions, qu'elles soient industrielles ou commerciales. Enfin, je veux dire, si les ordonnances de 1944 étaient appliquées, on ne serait pas là. On serait juste en train de lire des journaux indépendants, libres, et on serait vachement content. Sauf que voilà, ça a été des occasions manquées, et que ces ordonnances ont été détricotées, le dernier gros détricotage étant en 86. Donc en fait, d'une certaine façon, moi je pense qu'il faut qu'on se batte absolument pour la presse indépendante, mais il faudrait qu'on se batte pour réappliquer les ordonnances de 1944 et le programme du CNR, parce qu'au bout du compte, en fait, il ne faut pas simplement se battre contre ce qui existe, il faut défoncer ce qui existe, quoi. Alors ça, c'est l'historienne qui vient de nous parler, de nous partager son savoir d'historienne, mais justement, dans le partage quotidien de ton savoir d'historienne, finalement, quels sont les vecteurs que tu as trouvés les plus réceptifs à ce que tu as à dire? Bon, en fait, on s'est rencontrés par ton compte Twitter. C'est en voyant ton compte Twitter. C'est émouvant, hein. C'était en 2015. D'autant plus que ça date. Ça fait 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Moi, je me suis dit, tiens, pour une historienne, elle est marrante, elle est vivante, elle a le souci du public. Alors, les historiens ne sont pas tous des gens méga chiants, hein, je vous rassure tout de suite. C'est pas tous des super rigolos non plus. On est bien d'accord. Non. Voilà.
Comme toutes les catégories d'ailleurs. Et ta spécificité, ta particularité, c'est que donc, tu t'es approprié les réseaux sociaux et à partir des réseaux sociaux, finalement, tu as été aspiré par la presse indépendante. Oui, parce que moi, mon truc, c'était de faire de l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, il y a plein de moyens d'en faire. Donc, effectivement, je faisais des cours d'histoire sur Twitter, mais je faisais aussi beaucoup de conférences ou de formations associatives, syndicales, etc. Parce que moi, je pense qu'il faut faire circuler le savoir et le savoir universitaire. Parce que, en fait, moi, ce que je dis, c'est le capital culturel et historique, c'est comme le capital économique. Il n'y a pas de ruissellement qui vaille. Donc, il faut faire ruisseler. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et effectivement, donc, moi, j'ai commencé sur Twitter. C'était avant X. Hein, c'était un moment assez chouette. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Twitter dans ces années-là, mais c'était sympa, on discutait. Bon, il y avait des comptes de droite, mais comme il y en a partout, mais il n'y avait pas que ça, quoi. Et donc, j'ai commencé à faire de l'éducation populaire sur Twitter. Hein, et alors, si j'ai Mais comment ça se fait que tu n'as pas embrayé sur France Inter, Le Monde, France 2, j'ose pas parler de CNews, mais... Mais parce que ça les intéresse pas, l'éducation populaire. Enfin, je pense que c'est pas des trucs... Non, mais il y a des historiens. Il y a des historiens qui passent sur France Inter. Oui, mais c'est... de fait, c'est ça qui est terrible. En plus, sur France Inter, c'est le service public. Ce qui passe, c'est... suivez-moi, je vais vous montrer comment ça s'appelle ? Madame de Pompadour qui couche avec Louis XIV et puis les rois, enfin c'est secret d'histoire. Non, enfin Pompadour, si elle a couché avec Louis XIV, c'est un scoop. Hein. Oui, non, mais, oui, non, mais du Barry, bon, bref, on s'en fout. Et non, mais voilà, moi je raconte ce que je fais comme éducation populaire, c'est l'histoire des luttes, c'est l'histoire des ouvriers, des ouvrières, des paysans, des paysannes, des et ça n'intéresse pas. Ben non. T'en as vu beaucoup sur... Alors, tu sais, je joue le rôle du faussement naïf. Okay, d'accord, je te relance. Bah non, ça les intéresse pas trop. Et en plus, moi, je suis maîtresse de conférence dans une fac de banlieue. Je fais pas... Enfin, tu vois, j'étais pas trop dans les réseaux qui... Et puis, je cherchais pas particulièrement, en fait. Moi, je voulais juste transmettre ce savoir. Et de fait... c'est lui qui m'a repéré. Et donc, j'ai commencé à faire des chroniques. Et ça, c'était super, parce que j'avais un espace de grande liberté. C'est-à-dire que, de fait, je pouvais raconter cette histoire que j'avais envie de raconter. Donc, voilà, les ouvrières qui se battent. Sauf que je te disais parfois, c'était un peu long, là, Mathilde. Fais plus court. Oui, mais en fait, en même temps, j'arrivais quand même à faire plus long que ce que tu voulais. Et j'ai fait, alors pas toute seule, j'étais avec Laurence Decoq, aussi la même chose sur Mediapart. Et maintenant, je le fais sur Au Poste, mais parce que c'est des espaces où on peut transmettre cette histoire. Et on ne peut pas le faire dans beaucoup d'autres espaces, enfin moi en tout cas. Et alors, précisément dans l'émission Au Poste, par exemple, tu animes cette émission du passé faisant table basse. Récemment, tu as accueilli l'historien William Blanc avec une journaliste qui a réalisé un grand format intitulé L'histoire de France mise en spectacle par les réacs. Typiquement, donc, tu racontes et elle raconte, il montre comment se joue une guerre des récits où derrière ces spectacles, on déroule une histoire avec une vision idéalisée, viriliste, catholique de la France éternelle. Pourquoi ce type d'investigation, on va le trouver spécialement dans la presse indé et pas nécessairement dans la presse mainstream, selon toi? Déjà parce que, en fait, pour l'instant, ce terrain n'est pas à la tête d'un groupe de presse, mais en fait, tout ce monde est assez lié quand même. Donc, aller chercher ces spectacles, ça fait partie d'une bataille culturelle dans laquelle la possession d'empires médiatiques va de pair avec la création de ces spectacles culturels, de ces parcs culturels. Donc oui, c'est pas des choses... Alors, on trouve, il y a une très bonne enquête dans Le Monde. Il y a un journaliste du Monde qui a fait il y a plusieurs articles du Monde qui sont très bien sur les spectacles ce terrain et les problèmes que ça pose. Donc, on peut trouver 2-3 choses. Il y a eu quand même l'enquête aussi dans Envoyé spécial contre le Puy du Fou. Enfin, il n'y a pas rien non plus. Dans le service public, il y a 2-3 trucs, mais ça reste effectivement très limité, alors que ce que ça pointe, cette bataille culturelle, et dans le cas qui nous intéresse dans cette émission, mais qui m'intéresse comme historienne, donc l'instrumentalisation du passé au service des haines du présent, parce que c'est ça qui se joue, c'est très difficile. En tout cas, j'ai jamais eu trop de demandes d'en parler dans des espaces publics. Zemmour l'a beaucoup fait aussi, cette instrumentalisation du passé. C'est sûr que
En même temps, il n'y a pas que, enfin, il y a les médias indépendants, mais on a fait des bouquins aussi. On essaye tout, mais l'espace le plus réceptif, c'est les médias indépendants. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, on va faire circuler la parole. Kautar Archi, donc sociologue et écrivaine, et aussi artiste, écrivaine, chercheuse engagée dans l'espace public. Notamment, alors quelqu'un dans le public parlait tout à l'heure de Gaza, mais notamment sur la question de Gaza. Est-ce que tout ce que vient de dire Mathilde résonne pour toi? Est-ce que tu reconnais une partie de ton parcours dans ce qu'elle vient de raconter, dans le rapport aux réseaux sociaux, aux médias indépendants, aux médias pas indépendants? Oui, en partie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci de m'avoir invitée. Oui, ce que dit Mathilde, ça résonne fortement, notamment par rapport à la question des médias dominants, qui effectivement sont des pourvoyeurs, des défenseurs, des garants de l'ordre établi. Et je pense que pour des personnes qui regardent, par exemple, encore la télévision, on a pu observer durant peut-être ces 15 dernières années, avec l'explosion de l'audimat de BFM et de CNews, la pente radicale et dangereuse et islamophobe et coloniale, impérialiste aussi, qui est largement prise et puis qui est très assumée. Enfin, c'est des véritables fabriques typiquement de la question de ce qu'on appelle en sociologie le problème musulman, ou la légitimation des crimes policiers comme des crimes qui peuvent être perçus comme des modes de défense d'une communauté nationale qui a le droit de se défendre. Et évidemment que le droit de se défendre, c'est quelque chose aussi qui a été très largement soutenu, très largement défendu, voire même revendiqué dans ces mêmes espaces après le 7 octobre 2023, et ça continue et ça risque encore de continuer. Donc le rapport de force entre les médias indépendants et les médias qu'on dit mainstream, c'est un rapport de force. Quelqu'un tout à l'heure parlait de Bolloré. Il suffirait de sortir quelques chiffres, etc. On en arrive très très vite à des milliards qui sont posés sur la table, là où la presse indépendante recherche quelques milliers d'euros par-ci, par-là, par la cotisation, par des appels aux dons, par des demandes d'aide publique, etc. Donc moi, personnellement, ce qui me préoccupe très fortement, c'est ce rapport de force. Comment est-ce qu'on fait pour faire quelque chose de ce rapport de force tout en sachant que les chances qu'il soit totalement renversé ne sont pas véritablement garanties. Alors là, tu parles du rapport de force économique. Hein. Oui. Et il est évident que le rapport de force économique, il est écrasant. Je veux dire, nous, Basta et nous, les deux projets qu'on a montés, chacun de son côté, mais simultanément, je veux dire, on compte nos sous en milliers d'euros. Oui, c'est ça. Et alors, parfois en dizaines de milliers, parce que monter un portail, c'est quand même... voilà. Et on voit passer, s'agissant des aides à la presse, par exemple, ou dans le débat public en ce moment, sur la fiscalité, sur la taxe... Zuckman, etc., on voit passer des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, des milliers de milliards. On a tous un peu le vertige. Mais est-ce que tu dirais que le rapport de force en termes d'influence, il est tout aussi déséquilibré que le rapport de force économique, ou tout de même, est-ce que les médias indés n'arrivent pas, on va dire, à mieux amortir leurs maigres investissements en termes d'influence que les gros riches? De manière assez mathématique, on peut considérer que le rapport de force économique, quand même, il influence très fortement la force de pénétration des idées dans les esprits. Quand toute la journée, BFM ou CNews ou quelques autres émissions qu'on pourrait citer répètent à longueur de journée, parce qu'ils ont la possibilité de maintenir un flux tendu en continu, je veux dire, il y a un phénomène de propagande, il y a un phénomène de conversion des esprits qui est quand même absolument catastrophique. Donc évidemment, on s'inquiète de la question économique, mais les effets de la question économique sont encore
plus grave, parce que c'est des effets politiques au premier sens du terme. Personnellement, si je peux te poser une question personnelle, depuis le 7 octobre, comment tu t'informes? Quelles sont tes routines d'information au quotidien? Ça dépend. J'ai changé sur quelques aspects. Je suis un peu plus méfiante par rapport à certains journaux. Et puis il y en a d'autres que je lis beaucoup plus. Orient 21, par exemple, j'y suis beaucoup plus attentive que j'y étais au début. J'étais déjà très attentive à ce qu'il faisait sur la question de l'Algérie. Enfin voilà, il faisait énormément de choses aussi sur ce qu'on appelle le Proche et le Moyen-Orient. Mais c'est vrai que c'est un média que je suis d'autant plus après cette période-là. Aussi parce qu'ils ont des spécialistes et aussi parce que les spécialistes, tout d'un coup, sont présentés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des chercheurs. Alors parfois, il y a des chercheurs qui doivent développer une sorte de, comme le disait Mathilde, de capital journalistique, qui doivent apparaître comme ça un peu à la frontière des autres mondes. Mais on peut aussi intervenir simplement pour ce que l'on est, sans nécessairement être journaliste. On peut aussi intervenir comme sociologue, comme économiste. On en connaît certains parmi nos camarades et nos amis. Donc, et quand il s'agit pour toi de prendre la parole dans l'espace public, quand ça se passe, on s'est appelé avant la soirée et tu me disais, placer une tribune dans Le Monde, j'ai renoncé. Disons qu'avec Le Monde, mais il y a d'autres médias qui sont comme ça, au final, je ne sais pas trop si c'est eux qui nous rejettent ou si ce n'est pas plutôt nous qui devrions à un moment donné les rejeter. Mais je dis ça parce qu'en vérité, c'est des éléments aussi qui sont très contextuels. Je crois sincèrement qu'une personne qui regardait les choses il y a 30 ans en arrière ne pouvait pas obligatoirement imaginer qu'on aurait atteint aujourd'hui une telle gravité et puis qu'on aurait eu sincèrement un paysage politique, médiatique, considérant pour l'un qu'il n'y a pas de génocide colonial et pour l'autre ok, il y en a un, mais quand même, il peut y avoir aussi des choses qui viennent expliquer et puis surtout légitimer et assurer la perpétuation de ce génocide colonial. Donc moi, je suis plutôt sur une position où je considère qu'effectivement, on entre dans une période où on commence un peu à se compter. D'ailleurs, ce type de soirée, voilà, c'est des soirées où on se compte. C'est des soirées, à mon avis, où on commence un peu à resserrer les rangs, bien qu'au sein de ces rangs, il y a encore des conflits internes qui continuent. Je ne pense pas qu'on est ici face à quelque chose d'homogène. Il y a encore une sorte de pluralité des subjectivités politiques qui doit absolument s'exprimer par rapport à des questions qui ne sont toujours pas nécessairement tranchées. La question de l'antiracisme, par exemple, c'est une question qui, à mon avis, continue encore d'agiter ces sphères-là. Et quelque part, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le débat continue. Mais je pense que voilà, c'est une posture, effectivement, plutôt de défiance et aussi de refus et puis de dénonciation. Ces derniers jours, peut-être que certains d'entre vous ont suivi, mais il y a une commission d'enquête que vous pouvez d'ailleurs suivre en ligne sur, pour le dire très rapidement, les liens entre la France insoumise et les mouvements islamistes. Voilà, c'est quelque chose qui est ouvert à la presse et j'imagine que dans les jours ou dans les semaines qui viennent, des journalistes indépendants vont faire une critique nourrie de toutes les atrocités racistes qui sont dites pendant cette commission. Ça a commencé, hein, c'est quand même relativement couvert, plutôt d'ailleurs sur la presse indépendante. Oui, tout à fait. Tu parlais de regroupement, en tout cas la soirée qui nous vaut d'être tous rassemblés ici est placée sous le signe du regroupement, puisque et la presse libre et le portail de Basta sont des regroupements de médias, des carrefours, veulent être des multiplicateurs d'audience. Et la soirée, d'ailleurs, celle-ci, regroupait déjà la presse libre et le portail de Basta. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que toi, comme Kautar Archi, pour faire passer le message du danger climatique, est-ce que tu dirais que tu as renoncé aux grands médias, aux médias des milliardaires, ou pas? Alors, en fait... moi, j'ai différents rôles. J'ai mon rôle à moi de scientifique qui produit des connaissances. Après, j'ai aussi des rôles d'expertise collective. Je l'ai fait dans le cadre du GIEC, par exemple. Je le fais aussi dans le cadre du Haut Conseil pour le climat. Et donc, l'interaction, la stratégie en fait, de communication, elle n'est pas la même selon que c'est individuel, institutionnel, au niveau des organisations scientifiques ou à travers ce type d'acteurs. Et donc, je dirais que moi, j'ai renoncé à rien, en réalité.
Par contre, ce que je fais, c'est que j'observe attentivement la manière dont différents médias abordent les questions liées au changement climatique. Je crois que tu as parlé d'alerte, c'est ça En fait, l'alerte, elle remonte aux années 80. Hein. Donc l'alerte sur les enjeux climatiques, elle est loin derrière. Donc il y a une phase de co-construction, c'est-à-dire comment on va interroger, chercher les connaissances scientifiques, donc des faits, pas des opinions, pour éclairer en fait des enjeux de transformation en fait. Hein. Construire en fait des trajectoires de décarbonation, des trajectoires d'adaptation. Et puis après, il y a un rôle aussi que moi j'appelle chien de garde, enfin c'est pas très élégant, mais qui est aussi en fait de mettre sur la place publique une évaluation factuelle de ce qui est fait, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de la différence entre les engagements qui sont pris et la réalité de l'action qui est menée. Par exemple, le fait que le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre a fortement ralenti depuis 2024, encore en 2025. Donc là, il y a besoin de connaissances factuelles, de le donner à voir par rapport à finalement une évaluation de l'efficacité de politique publique. Et alors, quand tu essayes de faire passer ce message-là, par exemple sur la baisse du rythme de diminution du carbone, est-ce que tu trouves une oreille aussi attentive partout ou pas? Qui sont les plus attentifs? Non, c'est très hétérogène. Et pour moi, le pire, en fait, hein, c'est les débats d'opinion sur les chaînes d'information continue, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, publiques ou privées. On voit que ça glisse un peu côté public en ce moment, où finalement il faut meubler tout le temps. Donc on va donner la parole à des personnes qui expriment une opinion et qui finalement sapent la place qu'on peut accorder aux faits, étayés par une démarche scientifique, rigoureuse, objective et factuelle. Donc ça, c'est le pire. Et par exemple, Quota Climat sort aujourd'hui une étude un peu systématique en prenant des outils d'analyse de langage sur, je pense, c'est de la radio et de la télévision. Ouais, c'est ça, j'ai des chiffres. Du coup, oui, le rapport, il vient de sortir. On a voilà, il compare les médias audiovisuels. Et du coup, en matière de désinformation climatique, on a 529 cas qui ont été détectés en France en l'espace de 8 mois. Et pour vous donner une idée, un cas est détecté toutes les 40 minutes de programme d'information sur le climat, sur Sud Radio. Et alors, pour CNews, c'est une fois toutes les heures qu'on a un cas de désinformation climatique. Tout. Et effectivement... J'aurais dit que c'était plus, moi. Mais... Alors, c'est une moyenne, hein. C'est une moyenne, j'imagine que ça dépend des émissions, mais, il y a des concentrations. Ce qui ressort, c'est qu'effectivement, quand c'est des chroniqueurs, oui, ça revient de manière plus forcenée et plus régulière, cette désinformation. Des chroniqueurs ou des invités sans que les journalistes présents n'apportent une contradiction, donc en fait, on laisse passer au même niveau que le reste. C'est ça qui est préoccupant. Et avec mes collègues, en fait, je dirais scientifiques du climat, en fait, très souvent, nous, on refuse d'intervenir dans ces médias parce que finalement, c'est presque cautionné. En réalité, ces approches qui visent à décrédibiliser quelque part la démarche scientifique par le poids accordé aux opinions. Donc ça, c'est un vrai défi. Et je dirais que moi, depuis les années 90, je vois que je navigue par rapport à différentes formes qui visent à saper la crédibilité des connaissances factuelles ou scientifiques. Donc il y a ce que j'appelais le climato-scepticisme 1.0, on va dire dans les années 80-90, venant beaucoup du secteur des énergies fossiles, du monde anglo-saxon. Et là, la cible, c'était saper la compréhension de l'état des connaissances qui était déjà là sur le fait que le changement climatique est réel, que c'est dû aux activités humaines, qu'on peut accorder de la confiance à nos outils de projection et qu'on est face à des impacts graves et inégaux, je dirais. Donc ça, c'était la version 1.0. Quand même assez facile à lire et difficile à tenir face à l'expérience vécue de tout le monde. Donc on voit que ça glisse. Et maintenant, il y a une forme 2.0 qui est en fait plutôt de saper la confiance qu'on peut accorder aux différents leviers d'action vis-à-vis des transformations apportées. Donc l'approche, en fait, elle consiste à séparer chaque réponse, chaque levier d'action, et en faire quelque chose de clivant. Donc c'est quelque chose qui est très étayé par toutes les approches populistes, et qui est redoutable parce que ça sape la capacité à délibérer ou à penser la complexité, ou en fait, par exemple, je sais pas, pour s'adapter au changement climatique, il n'y a pas que la climatisation. La climatisation, c'est un levier d'action, mais le coût, la mise en œuvre, les inégalités, le lien avec les passoires thermiques, les îlots de chaleur dans les villes, on voit bien qu'en fait, c'est un angle. Je prends cet exemple parce que ça a été rendu clivant délibérément cet été au moment d'une des vagues de chaleur. On voit bien qu'en fait, mettre l'accent que sur pour ou contre la climatisation, c'est horriblement réducteur par rapport à ce qui va être nécessaire, simplement collectivement, pour engager des transformations et s'adapter à un climat qui va continuer à changer. Alors là, tu es en train de nous énumérer tout ce qui ne va pas, en fait.
Mais la soirée de ce soir, on essaie quand même de la placer sur une tonalité plus positive, c'est-à-dire d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Donc on est tous d'accord pour dire que si tu veux, oui, sur les chaînes d'infos, ça ne va pas, y compris même sur les grandes chaînes de télévision. Mais pour en revenir à la presse indé, il y a quand même en France, en ce moment, des médias indépendants puissants sur l'écologie. Il y a Reporter, il y a Vers le Média. Il y a Climax qui fait d'ailleurs une soirée en même temps que la nôtre, un étage ou 2 étages en dessous, je crois. Comment tu apprécies le rôle que jouent ces médias? En gros, pour le dire brutalement, est-ce que c'est utile ou est-ce que ça parle qu'aux convaincus? Moi, je ne suis pas capable de juger ça, parce qu'en fait, je ne fais pas une analyse systématique de qui lit, comment en fait, les thématiques abordées dans ces médias spécialisés avec des journalistes qui sont capables de faire à plusieurs des enquêtes, à avoir une capacité d'analyse un peu systématique, pas au fil de l'actualité, comment est-ce que ça, en fait, ça peut être aussi relayé par d'autres médias? Je l'ai vu à plusieurs reprises, où des sujets qui étaient sortis par ces médias finissent au journal de 20h sur les chaînes d'infos publiques, par exemple. Donc là, on voit qu'en fait, ça fait une caisse de résonance. Tu as des exemples de sujets qui ont vraiment été sortis par la presse indépendante? En fait, en y repensant, j'en avais quelques-uns en tête, mais précisément là tout de suite, ils deviennent difficile. Mais j'en avais plusieurs. Alors, c'était par exemple, alors il y a plusieurs aspects. Il y a montrer des initiatives, montrer ce qui est porté. Dans la petite musique de l'obstruction, en fait, à l'action pour le climat, qui est portée par certains qui veulent dicter l'agenda politique, l'agenda citoyen, il y a un des points qui est ciblé, c'est rendre invisibles les vulnérabilités, la gravité, la capacité à agir, et faire croire que tout le monde est indifférent au sujet, contre la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça compte, qui en montent en compétences, qui portent des initiatives, et ça, c'est le truc qu'on essaye souvent d'invisibiliser. Donc, donner à voir des initiatives, souvent dans différents contextes territoriaux, ça c'est intéressant, c'est souvent dans ce type de médias, et parfois relayé quand on cherche un peu du journalisme positif, de solutions. Mais alors, tu me donnais un autre exemple en préparant la soirée de thèmes qui est émergé un peu dans les médias indés et qui ensuite est ruisselé, perfusé dans les médias grand public. Tu me parlais de l'inefficacité des compensations carbone, par exemple. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais bon, la compensation carbone, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Et effectivement, son inefficacité, ou on va dire son efficacité très relative, tu me disais que ça... Alors, en fait, c'est tout ce qui porte sur le greenwashing, et c'est une forme de greenwashing, c'est-à-dire faire croire qu'on va pouvoir s'acheter une neutralité carbone. Une forme de quoi? Greenwashing, c'est-à-dire faire croire qu'on va s'acheter une neutralité carbone en achetant des crédits carbone dont l'intégrité est tout à fait contestable. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des travaux scientifiques qui montrent justement les limites de ce type d'approche, et souvent ils ne sont pas relayés dans les médias principaux, faute, je pense, d'intérêt parfois pour le sujet, peut-être aussi par rapport aux difficultés liées aux annonceurs, qui justement parfois peuvent exercer une influence disproportionnée. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué de difficultés dans certains secteurs, le poids de la publicité des annonceurs, mais aussi des propriétaires de groupes de médias. Et donc là, c'est intéressant parce que ça permet de creuser, montrer, faire des enquêtes, et après, ça peut être relayé parce que ça a été préparé par le travail de journalistes, on va dire indépendants, qui a le temps de faire ces enquêtes, quand dans d'autres contextes, il y a moins de temps, en fait, par rapport au fil d'actualité et simplement le relais de ce fil d'actualité. Alors je me tourne, merci Valérie, je me tourne vers Usul. Toi, Usul, tu co-animes avec Lumi sur Blast une émission de critique des médias, un rhinocéros. Et avant d'en venir... on avait une toute petite question préalable, c'est que pour le coup, tu as été la cible d'un article du JDD, il y a un mois, qui s'intitulait « Rends l'argent Usul », et dans laquelle on te reproche d'avoir récolté 280 000 € de dons. Autant dire que nous, ça nous serait bien utile aussi, pour un projet de web documentaire qui n'aurait pas vu le jour. Alors, où est-ce qu'il est passé cet argent Usul ? Bah oui, ensuite... Oh là, bonjour, déjà. T'es sympa l'accueil. Ouais. On est hyper sympa, ça, dans la presse. Ouais, ensuite j'ai eu Libé. Donc en gros, le JDD a sorti ça. Alors j'ai en effet levé des fonds il y a 1 an et demi, je sais pas quoi, pour 3 documentaires qui sont en cours, évidemment. Le JDD ne m'a rien demandé. Ensuite, il y a Libé qui est venu. J'ai pu leur donner des preuves du travail en cours et même de preuves de la semaine dernière qu'on était encore dessus, quoi.
Donc, et en plus, j'ai pas moi-même, je lui ai filé le numéro. C'est un journaliste, du coup, il fait une enquête. Donc, il a voulu le numéro aussi du mec de la compta qui avait l'argent, parce que l'argent est dans la boîte de prod, toujours. Et donc, il a appelé après la boîte de prod pour leur confirmer que je m'étais pas payé sur la bête. Voilà. Donc, mais après, c'est la mécanique, quoi, qui est le fait que ça sorte dans le JDD d'abord. Le JDD qui n'est plus le JDD d'il y a 10 ans. Il faut voir le JDD de maintenant. C'est énormément d'éditorial, beaucoup d'éditorial, du même petit écosystème des gens de CNews qui tournent, qui pour la plupart viennent de Valeurs Actuelles, etc. Beaucoup d'éditoriaux, très peu de news en fait. Et puis en plus, si c'est des news de cette qualité-là, en fait, c'est devenu un petit peu comme Mathilde, tu parlais de cette presse de l'entre-deux-guerres, cette presse antisémite ou cette presse qui n'était là que pour mordre en fait, que pour attaquer, que pour salir, ou même de l'avant-première guerre mondiale, quoi. Cette presse-là qui était une presse de combat vraiment. Et donc c'est devenu ça avec un écosystème dans lequel l'audiovisuel est compris aussi. C'est les mêmes personnes en fait qui tournent. C'est assez extraordinaire. Je pense qu'à un moment on va trouver ça grotesque et que même les spectateurs de ces trucs-là vont se lasser. Voilà, mais quand tu te le manges quand même comme un rouleau compresseur, tu passes pas une bonne semaine quand même. Tu passes pas une semaine parce que après t'as tes messages qui se remplissent de Usul rend l'argent et tout, machin, tout ça, donc c'est pas très agréable. Alors il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a pas passé une très bonne semaine, c'est Nicolas Sarkozy. Et alors voilà, ce qui a été assez étrange dans le traitement médiatique, c'est que finalement, dans pas mal de médias mainstream, c'est finalement pas tant le procès de Nicolas Sarkozy qui a été traité que finalement le procès de la presse libre, en particulier Mediapart, qui a été pas mal critiqué pour ses articles. Qu'est-ce que ça dit, selon toi ? Mediapart qui est devenu un peu le vaisseau amiral de la presse libre, et en effet c'est une des plus grosses, pour le coup c'est une des plus grosses structures qui emploie le plus de journalistes. C'est quand même une grosse machine. Il faut se souvenir qu'il y a 15 ans, oui c'est ça a 15 ans maintenant Mediapart. Il y a 15 ans, Mediapart, quand ils sortaient des infos, et notamment au moment où ils sortent les trucs sur Kadhafi, sur Sarkozy et Kadhafi, c'est pas sérieux, c'est pas pris comme un truc sérieux par les autres collègues des grands médias qui regardent ça en disant qu'est-ce que c'est que ça, c'est quand même énorme, on sait pas trop ce que c'est, Mediapart, Edoui Plenel, truc de gauche, c'est peut-être Hollande, donc c'est pas du tout pris au sérieux. Mediapart a mis énormément de temps avant déjà, quand même, vous savez ce que c'est que les reprises, ça c'est un gros problème de la presse indé, c'est que souvent il y a des trucs qui sortent dans la presse indé, mais s'il n'y a pas de reprise, ça floppe, quoi. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les autres collègues vont en parler, pas seulement dans leur revue de presse, mais aussi en faire des sujets, parce que finalement, dans un journal de 20 heures, c'est rarement eux qui vont chercher l'info. Souvent, ils prennent ce qu'il y avait dans la presse le matin et ils essaient d'en illustrer un sujet et d'aller faire, allez, tiens, tu vas me faire ça, il y a un truc là-dessus, il faut aller couvrir ça. Et souvent, ils lisent eux-mêmes la presse écrite d'abord le matin. Mais pour la presse indé, c'est pas tellement fait, quoi. Donc Mediapart a quand même assez peu de reprises. Il faut quand même qu'ils sortent des trucs vraiment énormes pour que ce soit repris. Ça a progressé quand même. Oui, oui, mais il faut que ce soit vraiment énorme, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus, Daniel il me coupe. Alors, comment on fait pour forcer les reprises ? Comment la presse indé peut faire pour forcer les reprises ? Pour forcer cette espèce de mur. Non, je pense qu'il y a une méfiance aussi de la presse indépendante tout court, mais qui traverse ce petit monde bourgeois. La presse indépendante, c'est pas, je veux dire, elle porte en elle-même, dans son indépendance, son projet. Peu importe ce qu'elle raconte, le fait même qu'il y ait une presse indépendante, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un élément, c'est déjà une pièce dans la machinerie démocratique qui peut faire dérailler, qui a pu conduire justement Sarkozy en prison. Et je crois que les proches de Sarkozy ont aussi compris ça quelque part, et pas que les proches de Sarkozy. Sarkozy et son monde, et tout ce petit monde autour, ont complètement compris que se faire le vaisseau amiral de la presse indépendante, c'était s'attaquer à ce truc-là, quoi. Et tu parlais et pourtant, ça c'est une vraie... Normalement, on avait ça à gauche, on l'avait politisé depuis hyper longtemps. Je lisais le bouquin là-bas, La presse bourgeoise, dans lequel l'auteur nous raconte que même Léon Blum avait écrit là-dessus et disait que ça devait être une urgence de la gauche, qu'on peut rien faire tant qu'on n'a pas... Et il pointait notamment le statut particulier des entreprises de presse. Il faut que les entreprises de presse ne soient pas des entreprises comme les autres, ne soient pas des entreprises commerciales, ne puissent pas être achetées. Et comme tu disais aussi, je te reprends, tu disais à chaque révolution... Tu as... nous, notre dernière grande révolution, c'est la libération.
On n'a pas eu d'autres grandes révolutions, d'autres grands changements de régime, si ce n'est la libération. Et en effet, les ordonnances de 44, qu'est-ce que mettent les résistants dedans? Ils mettent directement l'indépendance de la presse, l'indépendance de l'État et de l'argent. Et c'est une évidence pour tout le monde quand on sait ce qu'a été la presse d'entre-deux-guerres, quoi. Donc il faut qu'on en revienne là. Et en effet, il va falloir qu'on proclame ça comme un principe. C'est pas normal. La presse est tellement importante pour la démocratie qu'il n'est pas normal qu'on puisse en acheter un bout. Dans la dernière émission, je crois qu'on dit que ça paraîtrait quand même bizarre qu'on aille voter dans des bureaux de vote Bolloré avec des assesseurs Bolloré. Voilà. C'est un petit peu la même chose. Notre espace public devrait, dans une certaine mesure, rester assez largement public et on devrait tout simplement voilà, un statut particulier pour les entreprises de presse. Donc quand ils s'attaquent à la presse indépendante, ils savent complètement ce qu'ils font. Mathilde, je t'ai vu acquiescer. Je t'ai vu acquiescer à ce que disait Usul. Bah oui, puisqu'il a dit la même chose que ce que j'ai dit. Voilà. Alors du coup, tout va bien. J'ai copié. Je me tourne vers Élodie Nas, déléguée générale de la Maison des lanceurs d'alerte. L'idée de cette soirée, c'est effectivement de montrer ce que peut faire la presse indé, et en l'occurrence, dans le cadre de cette maison d'alerte, alors je rappelle, c'est une structure qui accompagne les lanceurs d'alerte au niveau individuel, que ce soit sur le plan juridique, médiatique, mais aussi collectif dans la défense de leurs droits. Ce lien entre ces lanceuses et lanceurs d'alerte et les journalistes, il est fondamental. Et quand on a échangé avant cette table ronde, tu me disais que notamment ce lien qu'a noué la Maison des lanceurs d'alerte avec la presse indé, il est assez régulier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi finalement ces liens sont si fréquents? Bonsoir. Alors d'abord, je veux quand même rappeler ce que c'est rapidement un lanceur ou une lanceuse d'alerte et pourquoi ces personnes sont aussi importantes dans notre démocratie aujourd'hui. Les lanceurs et lanceuses d'alerte, ce sont des personnes qui sont témoins ou qui ont connaissance des défaillances dans notre société. Ça peut être des cas de corruption, ça peut être des cas de risques environnementaux, de risques sanitaires, de violences policières, de violences sexistes et sexuelles, de maltraitance envers des personnes en situation de vulnérabilité. La liste, elle est très très longue et il se trouve que nous, à la Maison des lanceurs d'alerte, nous recevons de plus en plus de signalements et nous accompagnons de plus en plus de lanceurs et lanceuses d'alerte. Ces lanceurs et lanceuses d'alerte, quand ils se tournent vers nous, ils cherchent effectivement un accompagnement juridique, parfois une aide psychologique ou une aide financière, parce que vraiment ils sont très maltraités aujourd'hui. Mais ils cherchent aussi à rendre visible ce qu'ils et elles dénoncent. Ils cherchent à rendre visible ces faits, ils cherchent à avoir plus d'éléments et à donner de la lumière, à résoudre en fait les faits qui ont été dénoncés. C'est pour ça qu'on a besoin particulièrement d'investigation. On a besoin qu'on ait des journalistes qui aillent enquêter, qui aillent chercher plus d'éléments, plus de témoignages, qui viennent corroborer les faits, donner de la légitimité aussi à ces témoignages. Et pour cette investigation, évidemment, on a besoin d'indépendance. On a besoin d'indépendance dans la ligne éditoriale, mais on a aussi besoin de temps. Et donc d'avoir cet espace qui est donné à l'investigation. Pour nous, le binôme journaliste et lanceur d'alerte, il est donc clé. C'est pas forcément que des journalistes de la presse indépendante, notamment dans le service public ou dans certains grands médias, il y a encore de l'argent, notamment du temps qui est dédié à l'investigation. Mais c'est vrai que quand on a des sujets, des alertes particulières, on va peut-être davantage se tourner vers la presse indépendante, justement pour cette question d'indépendance. Et alors, je voulais revenir par exemple avec toi sur une enquête d'un média indé, en l'occurrence ici Street Press, qui a eu des débouchés judiciaires et qui est devenu un vrai sujet dans l'opinion publique. C'est le cas du brigadier chef lanceur d'alerte Amar Ben Mohamed, qui a révélé des centaines de cas de maltraitance policière et de racisme dans les cellules du tribunal de Paris. En gros, est-ce que tu peux nous raconter rapidement, mais les dessous de cette collaboration? Qu'est-ce qui fait que ça a si bien marché finalement? Alors, la question des lanceurs d'alerte dans la police, elle est très particulière et elle met vraiment en exergue la difficulté des lanceurs d'alerte. Je pense que c'est vraiment le cas des lanceurs d'alerte les plus complexes, qui vivent le plus de représailles et qui sont en même temps les plus nécessaires aussi dans la société, puisqu'ils viennent dénoncer
et donner des faits, voilà, des preuves, des témoignages concrets de l'intérieur, là où on avait aussi déjà effectivement des témoignages de victimes de violences policières ou de familles de victimes de violences policières. Mais le fait d'avoir ces témoignages de l'intérieur avec voilà, des éléments, des groupes WhatsApp, des preuves, ça devient un sujet dans l'opinion publique qui apporte quelque chose de particulier et qui permet d'aller voilà, d'en faire un sujet de société. Sur le lien, sur comment ça fonctionne, ouais. Je voulais plutôt parler en général, parce qu'en fait, on a deux cas de figure quand on travaille avec des journalistes. Soit c'est nous qui les contactons parce qu'on a été saisi par un lanceur ou une lanceuse d'alerte sur un cas particulier, et du coup, voilà, il y a des documents, il y a des preuves, etc. On considère que cette personne est un lanceur ou une lanceuse d'alerte, mais on a besoin justement d'avoir plus d'investigation, que le fond du sujet soit creusé, et donc on va contacter des médias. On va les choisir en fonction de leur spécificité. Est-ce qu'ils travaillent effectivement sur les cas de violences policières? Street Press, c'est un peu le média indépendant qui travaille là-dessus. Sur des cas, des questions de risques environnementaux, on va aller chercher des médias spécialisés. On va aussi travailler avec des médias locaux. Et vous allez nouer des contacts avec tous ces gens-là, c'est-à-dire vous savez qui appeler, qui va être réceptif à telle ou telle affaire, qui va avoir le temps aussi dans son média ce que tu soulignais évidemment à juste titre que enquêter c'est du temps. Ouais, alors ça marche pas toujours, hein. Parfois on contacte des médias et ils nous disent en fait là on n'a pas le temps, ou ça se rapproche pas trop de notre sujet, ou il n'y a pas de nouveautés, etc. Mais on a effectivement, on crée ces liens pour pouvoir voilà, être plus en direct et faciliter, nous, la médiatisation de l'alerte. Et puis on a aussi des cas où ce sont les journalistes qui nous contactent en direct parce qu'ils ont été approchés par des lanceurs et lanceuses d'alerte qui vont leur raconter leur histoire. Mais les journalistes se posent des questions sur comment bien protéger les lanceurs et lanceuses d'alerte, comment s'assurer que juridiquement ils ne mettent pas en danger. Vous faites aussi conseiller technique de journalistes, quoi, conseiller juridique. Disons que ça nous arrive dans la relation de confiance qu'on noue avec les journalistes de pouvoir relire aussi les papiers avec une dimension vraiment pas tant un peu juridique, mais surtout sur la protection du lanceur ou de la lanceuse d'alerte, aussi pour qu'il ou elle n'ait pas d'enjeu par la suite, même s'il reste anonyme, de vivre des représailles. Alors, sur le cas particulier de ce policier, il se trouve que, si je suis bien informé, ton voisin, Ariel Halimi, a été impliqué dans l'affaire. Impliqué, c'est un bon terme. Oui, je suis l'avocat d'Amar Ben Mohamed qui est venu me voir au moment où il a tout essayé, et donc d'ailleurs ce sont les différentes phases du lanceur d'alerte, pour faire advenir la vérité au sein de l'institution, à savoir une succession de maltraitances au sein du dépôt du palais de justice de Paris, donc un endroit névralgique, avant qu'il passe en audience. Et il n'avait aucun répondant, aucune sanction, aucune enquête qui s'ouvrait, et donc il a souhaité pouvoir révéler cette chose, et donc il s'est adressé à un avocat, d'abord pour se protéger, parce qu'évidemment il y a une obligation de réserve, et qu'on ne peut pas parler comme ça quand on est au sein de la police, y compris quand on voit des infractions, en tout cas de manière publique, et puis avec la maison des lanceurs d'alerte, pour travailler autour de la structuration du statut et du régime juridique du lanceur d'alerte qui répond à un certain nombre de conditions préalables avant de pouvoir être reconnu. Et puis après, il y a évidemment, lorsque l'alerte est lancée publiquement, là en l'occurrence avec Street Press, qui travaille beaucoup sur la question des lanceurs d'alerte au sein de la police, mais également de la gendarmerie, et donc de l'institution. Et donc on les accompagne, et il y a un accompagnement avec la maison des lanceurs d'alerte, avec le défenseur des droits. Il faut le dire aussi qu'il y a l'institution il y a certains organes de l'institution étatique qui sont là pour protéger ces personnes. Donc le défenseur des droits a un poids extrêmement important. Et évidemment, tout cela n'existerait pas s'il n'y avait pas à un moment ou un autre un média indépendant pour le révéler. Quelle différence avec un média mainstream ou grand public? Moi, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas une différence de nature, tout au moins chez les journalistes. Parce qu'il faut le dire, moi je travaille avec beaucoup de journalistes de médias grand public, au Monde, dans les chaînes d'information en continu. La plupart des journalistes que je rencontre veulent
travailler sur ces questions, sur les questions des violences policières, sur les questions des lanceurs d'alerte. La question, c'est la capacité de ces journalistes à pouvoir travailler sur ces questions. D'abord parce qu'il y a des lignes éditoriales qui ne répondent pas à ces investigations, et donc ils n'ont pas la possibilité, lorsqu'ils proposent le sujet, de pouvoir le traiter. Ensuite, parce qu'ils n'ont pas forcément l'espace, soit dans les pages d'un journal comme Le Monde ou dans les chaînes d'information en continu. Et donc voilà, il faut juste dire que... On t'a déjà sorti l'argument de l'espace. Parce que franchement, l'argument de l'espace, alors je veux bien dans un journal papier, l'espace est limité. Mais sur une chaîne d'infos, de l'espace, alors quand je dis l'espace, on n'en manque pas. Et il est déterminé par la ligne éditoriale, évidemment, voilà. Et par le choix des sujets, évidemment. Mais juste rappeler simplement que l'ensemble des journalistes que moi j'ai l'habitude de côtoyer ont un esprit indépendant. Ils ne peuvent pas forcément le faire dans les médias grand public. Et donc c'est vraiment la première bataille à laquelle moi, en tant qu'avocat, j'ai eu à me confronter. Et c'est comme ça que j'ai découvert la nécessité impérieuse d'avoir des médias indépendants. C'est le premier combat, finalement, c'est un combat entre la transparence et l'obscurité. J'entendais il n'y a pas très longtemps sur le service public, dans une émission C'est ce soir, Guénaud, sur l'affaire Sarkozy, dire « Moi, je crois à la raison d'État. Je crois aux arcanes du pouvoir et je pense que c'est absolument nécessaire. » Et donc, il y a quand même une volonté, lorsque on est face à l'État et à l'institution, notamment dans les affaires de liberté publique, les affaires de violence policière, où on a des représentants de l'État qui sont mis en cause pour avoir commis, tué ou mutilé des personnes, eh bien on a l'État et l'institution policière qui va tout faire pour protéger, y compris en menant une guerre narrative. Et il faut bien comprendre que cette guerre narrative, elle ne peut se gagner, c'est-à-dire qu'on ne peut faire advenir à la vérité, voire obtenir de l'institution judiciaire des véritables investigations, que si on a de notre côté des médias indépendants. Je pense à 2-3 affaires très rapidement. Je pense à l'affaire de la mort de Rémi Fraisse sur la zone de Sivins, où dès le lendemain de sa mort, on avait un communiqué de presse de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur, sans précision et sans signature d'ailleurs, qui indiquait qu'on avait retrouvé un corps sur la zone de Sivins, sans préciser qu'il avait été tué par une grenade. Et donc on a eu besoin de médias indépendants pour faire des investigations très rapides. Je pense à l'affaire de Geneviève Leguet, d'ailleurs où on a mis en cause des journalistes en indiquant que Geneviève Leguet, c'est cette dame gilet jaune pendant la période des gilets jaunes. Et là, vraiment, les médias indépendants comme David Dufresne ont fait un travail colossal avec Au Poste pour documenter. On a eu évidemment Mediapart et bien d'autres journaux qui ont Arrêt sur Image, qui a une importance fondamentale parce que dans cette guerre narrative, il y a un décryptage nécessaire de la façon dont la narration se diffuse et décrypter cette narration et comment elle se diffuse pour pouvoir la contrebalancer, parce que si on n'a pas l'opinion publique avec nous, d'abord, ça n'émerge pas, ça reste en dessous des radars, et ensuite, on n'a pas forcément la possibilité de gagner en justice. C'est-à-dire que les juges sont extrêmement perméables à l'opinion publique et aux discours qui se diffusent dans les médias. Et ça, c'est extrêmement perméable. Ils ne devraient pas. Oui, mais c'est pas si simple. Hein. Ils sont humains, la justice est humaine, et il faut le rappeler. Donc voilà, ça c'est, je pense donc à Geneviève Leguet qui a été poussée par des policiers. On s'est confronté à un procureur de la République qui a dit que ce n'était pas le cas, à un préfet de police de l'époque. On a Emmanuel Macron qui lui-même avait indiqué qu'elle n'avait pas été poussée par les policiers. Et grâce à l'investigation de Mediapart, Pascal Pascario à l'époque, eh bien on a pu faire advenir la vérité et faire exploser ce scandale. Cédric Chouviat, pareil. Ce livreur de 42 ans, père de 5 enfants, qui livrait et qui a été interpellé par les polices. Le lendemain, pareil, communiqué de presse, il y a toujours un système de communication similaire. Un communiqué de presse de la préfecture de police de Paris qui disait qu'il était mort d'un arrêt cardiaque, alors même que dès le départ, il savait qu'il avait été étranglé et étouffé par les services de police et qu'il y avait une organisation de la communication. Et donc là aussi, des médias indépendants qui se mettent en branle, qui font des investigations, qui vont vérifier, ce que ne ferait pas forcément la presse mainstream. Pour des raisons de temps ou parce que clairement... D'abord parce qu'il y a une pesanteur. Ensuite parce que ce sont des sujets, on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes. Je prends un exemple sur le mouvement des Gilets jaunes. Toutes les personnes qui ont été mutilées par des LBD 40, par des grenades. BFM n'avait aucune figure Gilets jaunes sur son plateau. Il y avait du matin au soir des syndicalistes de police
qui avaient un peu leur rond de serviette chez BFM. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sourcent les journalistes. Et il faut aussi penser qu'il y a la question de l'information, d'où elle vient. Et quand des journalistes travaillent avec la préfecture de police ou avec les syndicats de police pour avoir de l'information, ils vont plutôt avoir tendance à favoriser les informations et les syndicalistes de police plutôt que de favoriser une autre parole. Donc il y a ça aussi qui joue énormément. Et donc les figures des Gilets jaunes, je vous dis comment ça s'est passé au moment des Gilets jaunes pour que, enfin, sur BFM, on puisse parler de violence policière. Ça a été l'affaire du Burger King, dont je me suis également occupé. Et ben on a un journaliste indépendant qui filme ce jour-là le tabassage de plusieurs gilets jaunes qui s'étaient réfugiés dans le Burger King à côté des Champs-Élysées au moment de l'acte 4 parce qu'il y avait une telle saturation en gaz à l'extérieur qu'ils n'avaient pas la possibilité que de rentrer dans un restaurant pour trouver de l'eau et de l'air. Et ils se font suivre par des CRS qui les tabassent. Un ou deux journalistes indépendants qui sont à l'extérieur, qui filment la scène, et il y en a un qui vient me voir. Et il ne sait pas comment transmettre son sujet. Il a ces images, mais il ne sait pas comment les transmettre, d'autant plus qu'il a été lui-même victime du tabassage. Et donc, je contacte une journaliste de BFM parce que je me dis, il y a un moment, les journalistes, les médias indépendants, eh ben, à un moment, ils ne suffisent pas forcément. Et il faut dire que nous aussi, on travaille également avec des médias plus grand public parce qu'il y a un moment où il faut qu'on fasse surgir et que le grand public puisse s'en emparer. Non, mais c'est très bien, hein. Enfin, je veux dire, et donc, chez BFM, on leur a donné ces vidéos, ouais. Ils ont travaillé avec, et on a eu la première affaire de violence policière. Alors, c'est un peu la seule affaire qu'ils ont traitée. Ah. Oui. Mais ils en ont mais fait. Et on a pu avoir un rééquilibrage. Ça n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu un grand nombre d'affaires de violence policière qui avaient été traitées par des médias indépendants qui nous avaient aidés à faire des investigations et à prendre leur temps. Voilà. Je vois que le temps file et du coup moi j'aurais tendance à vouloir terminer par une dernière question, mais à chacun d'entre vous, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Non, mais juste sur les violences policières, après on fera le... Kautar, je t'ai vu réagir sur les récits de cas de violences policières qui ont été faits par Élodie et par Arié. Non, simplement dire que ces questions-là, elles restent quand même... et j'entends ce que disent à la fois Arié et Élodie, mais il me semble que le passage, et Arié le disait bien, que ça reste quand même des choses assez exceptionnelles et des choses qui souvent reposent sur la conscience d'un individu qui, à un moment donné, sent que quelque chose... Mais sinon, je pense qu'il est important de dire que ces espaces-là médiatiques ne sont pas simplement des caisses de résonance du pouvoir ou simplement des caisses d'enregistrement ou simplement des caisses de diffusion. C'est vraiment les caisses du pouvoir lui-même. Il faut voir comment des Retailleau ou des Darmanin sont reçus et comment par la suite leur discours est largement renforcé, nourri, soutenu. Et puis on peut dire exactement la même chose après le 7 octobre 2023, comment tout d'un coup le discours porté par l'État israélien a tout d'un coup été le discours porté par ces médias-là. Tu veux dire, il se diffuse des intervenants, des politiques aux journalistes. C'est-à-dire que les journalistes l'incorporent. Ah oui, mais les journalistes l'incorporent. Il y a d'ailleurs une manière très simple de l'observer, c'est le nombre qui n'est pas un nombre important, mais qui est quand même un nombre assez suffisant pour qu'on le souligne, de personnes qui sont ou qui ont été journalistes au sein de ces structures-là et qui, par la suite, se sont retrouvés députés Rassemblement National. Par exemple, avant, on citait le nom de Ballard. Voilà, maintenant, on dit député Ballard. On ne dit plus journaliste Ballard. Donc, on voit en fait à quel point, au sein de cet espace extrêmement bourgeois, extrêmement centré sur ses propres intérêts, il y a une nécessité qui est une nécessité de classe, qui est aussi une nécessité très marquée par des enjeux de blanchité, la nécessité de bien marquer les frontières de la nation française perçue et défendue en tant que blanche. Et c'est pour moi un pouvoir qui est plus menaçant encore que le pouvoir d'un Darmanin, d'un Retailleau ou d'un autre homme dit de pouvoir. Il y a des journalistes de pouvoir. Le journalisme actuellement tel qu'il se diffuse dans ces espaces majoritaires est un journalisme de pouvoir. Et je trouve que du coup, c'est très dur d'être journaliste aujourd'hui quand on décide de défendre autre chose que le dit pouvoir.
Ce qui est beaucoup ressorti, c'est cette question de la guerre narrative, de la guerre des récits. Et du coup, moi, je voudrais savoir, par exemple, à l'aune d'une échéance comme celle de la COP30, qui va se tenir à partir du 10 novembre à Belém, au Brésil, donc 30e conférence sur le climat, qu'est-ce que tu attends, toi, de Valérie, finalement, des médias indépendants? Quel rôle ils peuvent jouer par rapport à des échéances comme celle-là? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une bonne presse sur ces sujets-là? On peut commencer par un exemple. Il y a eu un sommet climat à New York le mois dernier. Qu'est-ce que vous en retenez? De quel chef d'État avez-vous entendu parler à cette occasion? Quoi, vous n'avez pas entendu que Donald Trump a dit que le changement climatique était la pire arnaque jamais inventée et que les scientifiques étaient stupides? Bon. On n'a pas entendu, par exemple, le discours de Lula. Moi, j'ai beaucoup apprécié que le grand continent le traduise entièrement, parce qu'il porte une vision très différente. Et je pense que, justement, avoir un pluralisme de points de vue, donner à voir la perspective des pays du Sud par rapport aux enjeux du changement climatique, c'est une opportunité de contrer un narratif qui, en ce moment, met beaucoup l'accent sur la vision qui s'esquisse aux États-Unis, les enjeux de compétitivité, et tend à rendre invisible un point, je pense, qui relie les différentes perspectives, qui est un point qui est centré sur les droits humains. Et peut-être, en fait, s'appuyer sur l'avis de la Cour internationale de justice rendue cet été sur les questions climat, qui relie étroitement protection du système climatique et jouissance des droits humains fondamentaux, avec des actes illicites qui sont de ne pas tenir les engagements des responsabilités, un devoir finalement de diligence. C'est peut-être un angle qui serait intéressant, parce que ce n'est pas celui du narratif, on va dire, porté par les intérêts économiques ou les forces qui visent à saper la transition. Et peut-être un point que je veux souligner, je ne l'ai peut-être pas esquissé tout à l'heure, mais quand on regarde les travaux vis-à-vis de l'action par rapport au changement climatique, ce qu'on voit, c'est que meilleure est la qualité de la vie démocratique, meilleure est la qualité de l'action pour la protection de l'environnement et pour le climat. Et ça va avec le pluralisme, la vivacité de la société civile, la presse indépendante. Ça va aussi avec l'attention qu'on porte aux communautés les plus vulnérables ou à la jeunesse, c'est-à-dire aux générations actuelles et à venir. Et les deux choses qui sont les énormes freins là-dedans, c'est l'effet corrupteur des énergies fossiles. Alors ça, c'est très présent dans les COP. Donc l'effet corrupteur des énergies fossiles à tous les niveaux qui cherchent à maintenir le statu quo, gagner du temps, voilà, directement ou indirectement. Et puis le poids disproportionné de personnes à très haut revenu qui exercent une influence disproportionnée en étant propriétaires de réseaux sociaux ou de médias privés et qui cherchent à dicter leur agenda. Et ça, c'est les pièges, en fait. Donc, du coup, comment la presse indépendante peut arriver à faire contrepoint à ces perspectives-là et donner à voir la perspective, par exemple, des communautés autochtones? C'est un angle qui est vraiment intéressant sur cet enjeu de la COP30. Je me tourne vers Arié parce qu'il y a une autre échéance. C'est que le 27 octobre, ce sera les 20 ans de la mort de Zaya Debouna. Et du coup, on peut s'attendre à un traitement médiatique, je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas des violences urbaines par les médias mainstream. Qu'est-ce que toi, tu attendrais d'une bonne presse sur ce traitement-là, sur cet événement-là? Alors, d'une bonne presse, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais d'une presse indépendante qui respecte le pluralisme et qui respecte aussi ce que les victimes ressentent. Et en l'occurrence, les victimes, pour Zaya Debouna, ce sont de jeunes noirs et arabes dans les quartiers populaires qui sont évidemment maltraités dans les médias et qui sont invisibilisés. La question, c'est de savoir comment on rend compte de ce que les violences policières ont un caractère raciste, du regard qui est projeté sur les quartiers populaires, de la criminalisation des quartiers populaires, et donc de tous ces narratifs qui dépendent aussi des médias qui les relaient ou qui invisibilisent l'humanité des quartiers populaires, la diversité des quartiers populaires, et le fait qu'il y a une bataille qui se mène dans ces quartiers populaires pour émerger et advenir. Et donc, qu'est-ce que j'attends? Moi, en tant qu'avocat, j'attends effectivement que le plus grand nombre des journalistes, parce que j'ai entendu la question des blocs, c'est-à-dire du traitement et de la réflexion en masse, c'est-à-dire la vision de classe entre la classe bourgeoise et des médias bourgeois et la classe blanche et les médias blancs. Oui, bien évidemment qu'on doit avoir une réflexion sociologique sur la façon dont c'est structuré, dont les médias sont structurés. Et d'ailleurs, je la partage. En revanche, il ne faudrait pas
et c'est important de le dire, qu'elle crée des clivages supplémentaires et qu'elle nous évite d'aller chercher au sein même des médias mainstream, grand public, les personnes qui peuvent travailler et relayer la parole des médias indépendants. Et ça, c'est vraiment un risque qu'on pourrait avoir que de trop cliver. Et donc, pour les médias indépendants, continuer le travail qu'ils font, les financer, parce qu'il y a aussi un problème de financement fondamental, qu'aujourd'hui, en plus du clivage entre l'État et les citoyens et le travail que font les médias indépendants pour les citoyens contre l'État, il y a une autre bataille fondamentale qui se mène, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est cette bataille culturelle entre des blocs d'extrême droite qui essayent de submerger la presse indépendante et de mener une bataille culturelle et politique avec évidemment Bolloré, avec Sterrin et avec d'autres. Et cette bataille, c'est une autre bataille encore. Et donc, on ne peut pas lâcher, on doit continuer à travailler avec les médias indépendants, les financer, leur donner les moyens de continuer les investigations pour qu'ils puissent faire émerger au sein de la presse plus grand public ce travail qui est le leur. Et on va vous présenter, dès que cette table ronde sera terminée, les 2 médias indépendants qui organisent cette soirée, plus en détail. Élodie, en fait, ce que vient de dire Arié, ça rejoint ce que tu disais aussi tout à l'heure, à savoir ce besoin de temps, tant du besoin des lanceuses et lanceurs d'alerte par rapport à la manière dont ils vont confier leurs récits à des journalistes en toute confiance, et au temps nécessaire à ces journalistes pour mener leur enquête correctement, et ça demande, là encore, du temps et du financement. Oui, moi je suis un peu tiraillée en tant que militante d'un côté et en tant que nécessité de porter la question de la protection des lanceurs et lanceuses d'alerte. C'est sûr que l'investigation, je l'ai dit tout à l'heure, elle est indispensable, elle demande du temps, elle demande de l'espace, elle demande aussi prendre le temps évidemment pour réunir des faits, mais aussi pour... Il y a une relation de confiance qui doit se nouer avec une personne qui parfois dépose une part de sa vie entre les mains d'un journaliste ou d'une journaliste. Et donc ça, voilà, il y a une responsabilité, il y a du temps. Moi, j'ai envie de dire aux médias indépendants, donc déjà, effectivement, il faut financer les médias indépendants, mais aussi aux médias indépendants de ne pas oublier la question de l'investigation dans leur ligne éditoriale, en tout cas de dédier un temps. Et ça veut dire des journalistes moins productifs, je pense, qui peuvent passer des mois sur une enquête, mais c'est absolument nécessaire. Et je pense qu'il y a un enjeu justement dans le contexte dans lequel on est, de rigueur scientifique, de rigueur de recherche, de rigueur d'enquête, d'avoir des faits poussés. Donc, ne pas oublier l'investigation. Merci pour le conseil, mais je pense que nous en sommes tous conscients de la nécessité d'enquêter longuement et d'enquêter rigoureusement. Et du coup, Usul, par rapport à l'émission que tu mènes aujourd'hui, qui porte beaucoup sur la critique des médias mainstream en général, de leur traitement, et de l'extrême droite en particulier, est-ce que du coup on peut espérer du côté aussi de ton émission peut-être davantage de mettre en avant ce qui est possible du côté de la presse? Nous c'est la critique. Nous. Ah, c'est la critique. Nous c'est tout cramer. Et je pense qu'il faut tout cramer, vraiment. Sérieusement, moi, on n'en est plus à la phase de négociation, là. Je trouve que, vraiment, ils sont en train... Ça peut aller très vite. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez comme les grands médias, même le New York Times, tu le lis, tu te dis, mais on regarde la même chose. Même aux États-Unis, je suis obligé de lire la presse indépendante, maintenant. Le Washington Post, maintenant, qui est possédé par Bezos, voilà, ne pourrait plus sortir un truc comme le Watergate, c'est ce que je disais aussi. Bon, ça peut aller super vite, et en l'occurrence, c'est le politique là-bas qui a accéléré ce truc-là. Et je pense que nous, c'est le politique aussi, et les citoyens, et le mouvement social qui doit s'emparer de cette question-là, la mettre à l'agenda, parce il va falloir tout, pas seulement démanteler, là, faut tout péter. Enfin, vraiment, même le service public, tu vois des horreurs qui sont là. Le service public est largement contrôlé, j'ai envie de dire fréquenté par un espèce d'entre-soi bourgeois, raciste évidemment, rétrograde, qui a manifestement peur des classes populaires. Ça se sent. D'ailleurs, les classes populaires avaient des émissions un peu consacrées sur France Inter. Elles ont été chassées assez largement. Je regardais le JT de 20h de Salamé, qui est pour moi un petit peu l'apothéose de ce truc-là. C'est-à-dire, alors là, il y en a beaucoup pour le... Voilà. Alors on voit bien ce qu'elle aime bien. Elle aime bien les flics et elle aime bien les patrons.
Voilà. Et pareil, les classes populaires, jamais la parole, etc. Donc non, je pense qu'il faut... Et j'ai essayé d'expliquer ça en me disant, mais oui, mais c'est son monde. Dans son monde, on pense comme ça. Dans son monde, on a peur des classes populaires. Raphaël Glucksmann, qui est pourtant quelqu'un de gauche, il a essayé d'aller à une manif à Saint-Étienne le 1er mai, il s'est fait chasser. Il s'est fait chasser par les manifestants de gauche. Donc je comprends qu'ils aient peur du peuple, parce que, dans une certaine mesure, j'espère que s'ils regardent ça, ils se disent que vous allez être à un moment résolu à tout cramer aussi. Il faut tout cramer, mais pas ces gens-là, évidemment, mais au moins les structures pour lesquelles ils travaillent. Il faut tout reprendre. Il faut penser le statut de la presse autrement. Il faut qu'à un moment, on se dise que comme si, je sais pas, vous voyez, si je vous dis la Pravda, si je vous dis toute la presse contrôlée par l'État, vous vous dites c'est pas possible, c'est pas une société normale. Bon bah il va falloir qu'un jour on en arrive au stade où on se disait putain c'est pas possible, les milliardaires possédaient la presse à ce moment-là, mais évidemment que c'est parti en couille. Donc il faut qu'on en fasse une règle intangible. On ne fait plus ça. Voilà, donc je m'arrête là. Mathilde, tout cramé, partages-tu ce programme simple? Non, mais très complètement. simple. Moi, je dis tout brûler en général, mais oui, non, je suis. Ah, il y a une vraie nuance, on va débattre. Ouais, mais voilà, je pense que c'est parce que c'est plus un slogan féministe, tout brûler. Enfin, on le voit souvent sur nos trucs. Oui. Après, ça n'empêche pas avant d'allumer le feu, d'essayer de faire des trucs. Mais oui, on est dans une telle situation là. De fait, on met un peu des pansements sur des fractures ouvertes, quoi. Alors bon, il faut quand même mettre des pansements, et c'est important de défendre le. Voilà, tu vois, j'essaie de pas complètement faire sombrer le truc, quoi. Mais non, mais moi, je travaille sur les révolutions, si tu veux. Donc, objectivement, je vois bien que quand les moments. Le problème, c'est que après, c'est un peu dur aussi. Hein, les backlash contre-révolutionnaires, on s'en prend plein la gueule. Mais au moins, ça avance à un moment. Bon, je vais. Non, mais moi, il y a un truc que je voulais dire depuis le début, donc je le dis maintenant. Il y a un truc, moi, que j'aime bien quand même dans les médias indépendants, c'est que, en fait, on a vu les médias dominants, ils font que reproduire les dominations. Hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ça s'appelle médias dominants. Donc, ils reproduisent les dominations de classe, de race, de genre, enfin voilà. Et faut pas imaginer que le monde des médias indépendants est forcément complètement protégé, hein. Moi, je vois. Non, mais je veux dire. Enfin, la soirée commence. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, t'as des médias indépendants qui sont. Alors moi, je travaille beaucoup plus sur les questions de genre et de classe que sur les questions de race, mais on voit bien qu'il y en a. Enfin, ça merde des fois aussi dans les médias indépendants. Et sur les questions de genre, franchement, il y a des médias indépendants. On aimerait bien qu'il y ait 2-3 journalistes féministes qui leur disent la Coco, ça commence à bien faire le mansplaining, mais n'empêche que c'est là qu'il y a l'espoir que on les bouscule un peu. C'est dans les médias indépendants qu'on va avoir des médias féministes. C'est clair. Enfin, je veux dire, l'équivalent de la déferlante, il n'y en a pas dans les médias publics. Et pareil, sur les autres thèmes. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on soit, en tant que défenseur des médias indépendants, des médias libres, aussi regarder nos propres failles, voir que des fois, je dis on, moi je suis prof à la fac, donc c'est un autre problème, mais voilà, qu'on fasse attention à qui, dans mon émission, j'essaie de faire attention à qui j'invite, j'essaie de faire, d'être nous aussi sensibles à surtout pas reproduire les dominations, quelles qu'elles soient. Et en tout cas, il y a plus d'espoir qu'on y arrive dans ce cadre-là que dans le cadre des médias dominants. Il n'y a pas photo, quoi. Mais sinon, tout brûler, ouais, je suis d'accord. Et du coup, Kautar ? On brûle trop de trucs, nous dit Valérie, et je voudrais qu'on entende cette objection au programme d'Usul. Donc on a entendu Kautar tout brûler, tout cramer. En tout cas, on sait que chez toi, le choix, la puissance des mots, c'est quelque chose qui est fondamental. Sur quelle note, toi, tu aurais envie d'inviter le public ici ? Dire d'abord que pour certains écrivains et écrivaines, l'actualité est tellement intense qu'il n'est pas toujours imaginable ou acceptable de se lancer dans un livre qui prendra à nouveau 1 an, 2 ans, etc. Donc c'est vrai que voilà, pour des personnes comme
comme Joseph Andras ou moi, ou Aurélien Bélanger ou d'autres personnes, la presse indépendante, elle est aussi très importante parce que c'est aussi pour nous un modeste espace de publication de ce qu'on souhaite dire. Je pense à Ballast, voilà, je pense à Politis ou à Regard qui nous ont souvent invités à nous exprimer. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dire aussi que la presse indépendante, elle est extrêmement importante parce qu'elle est l'un des rares espaces où on ne prône pas des valeurs comme l'anti-intellectualisme, qui est quelque chose d'extrêmement répandu et qui n'est pas quelque chose qui met en jeu des histoires de vérité et des histoires de mensonges. Et donc, du coup, il faudrait venir avec des éléments factuels pour prouver qu'un tel a tort. C'est plus une question d'information. Il me semble que pour moi, c'est la difficulté principale. C'est que le métier de journaliste ne peut plus uniquement se penser en termes de nécessité d'informer. Les gens sont informés, en fait. Les gens savent que politiquement, on va vers quelque chose d'absolument catastrophique. Mais je ne dis pas ça pour rassurer Arié, mais un petit peu quand même. Je pense qu'on peut tenir les deux. Je pense qu'on peut à la fois être dans une critique féministe, antiraciste, anticolonialiste, une critique qui dénonce le mépris populaire absolument voilà, sans aucune concession. Et on peut, oui, faire des prières pour espérer qu'au monde où il y ait quelqu'un qui ne démissionne pas tout de suite et qui d'abord nous aide à faire le fameux papier ou à mettre telle affaire en une. Mais pour moi, c'est extrêmement important, voilà, de ne pas uniquement rester sur la nécessité d'informer, mais sur le fait de comprendre que c'est une lutte politique. C'est plus simplement convaincre, c'est plus juste convaincre. C'est essayer de vaincre sur un terrain politique où certains veulent continuer à vivre comme ils vivent, c'est-à-dire en empêchant les autres de vivre à leur tour une vie digne, égalitaire, etc. Donc c'est un combat politique en fait plein et entier, et c'est un combat qui d'ailleurs pourrait très largement rassembler un nombre important d'universitaires et aussi un nombre important d'éditeurs et d'éditrices, puisque le monde de l'édition est lui aussi très fortement touché par ces questions-là. Et on n'en a pas parlé, mais c'est important que tu le mentionnes. Alors, merci à tous les six. Merci à tous les six pour à la fois ce constat, ces témoignages et ces conseils qu'on a bien entendus. Hein. Faut tout cramer, faut bosser plus, faut être plus féministe, faut dépasser l'info. Alors, on va voir dans une seconde, quand on va vous présenter nos deux projets, si... ils sont de taille à relever les défis impressionnants que vous nous avez adressés. Je crois que Mathilde, tu veux dire un dernier mot ? Je pense que Jules sera d'accord avec moi. Quand on dit tout brûler, tout cramer, c'est pour tout reconstruire. Je veux dire, c'est pas juste la table rase. Oui, bien sûr. On garde des trucs quand même, mais... Non, c'est dans les médias bourgeois, il n'y a pas grand-chose à sauver. Mais... C'est recommencer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de belles choses à faire, hein, il y a tellement... Et c'est pour ça que c'est chouette aussi, les médias indépendants, parce que ça donne des exemples. Et justement, on va céder la place maintenant à ceux qui vont nous raconter les belles choses. Les belles choses qui sont en préparation. Alors, la Presse Libre, c'est la plateforme que vous voyez là. Elle regroupe 8 médias indépendants qui ont décidé d'essayer de faire en commun, de faire un abonnement commun et de se retrouver au même endroit. Là, sur la une que vous voyez, vous avez donc un article d'Arrêt sur Image, un article de Next. Et si j'arrive à faire descendre le petit... Voilà, vous allez retrouver un article de Médiacité, un article de Politis, et vous aurez d'autres titres... sur cette plateforme, dont les rues 89 et Reflet, le site d'investigation. Donc, un même endroit pour s'informer avec des sources diverses autour d'un abonnement commun, bien sûr, moins cher que si on devait s'abonner à tous ces titres-là en même temps. Et ça, c'est unique, ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Bah, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on essaye ça. Alors, bien sûr, il y a des plateformes que vous connaissez, hein, comme Caféine, qui regroupe la presse mainstream. Les médias indépendants, ils n'ont souvent pas leur place, et quand on leur fait une petite place, ce qu'on en retire économiquement, c'est quasiment rien. Donc ça n'a pas exactement le même sens. Et puis là, on n'est pas sur des PDF de journaux, on n'est pas sur des journaux qu'on vous donne à lire, mais bien article par article. Ce que vous trouvez ailleurs derrière un paywall, vous le retrouvez ici, derrière un seul et même paywall, une connexion, un abonnement, et vous avez accès à tout ça. Ok, alors si on va sur la page des médias qui sont aujourd'hui partenaires
de la presse libre. En gros, les médias que vous pouvez découvrir, donc il y a Arrêt sur Image, il y a Reflet, Next, il y a les 3 rue 89, Strasbourg, Lyon et Bordeaux, il y a aussi Politis et enfin Médiacité. Du coup, en voyant ces 8 médias aujourd'hui, la première question c'est est-ce qu'il faut être à gauche pour faire partie de la presse libre? Et la deuxième c'est est-ce qu'on peut espérer qu'il y en ait d'autres qui vous rejoignent et qui montent à bord? Alors, oui, 2 questions qui ont peu de choses à voir. Est-ce qu'il faut être à gauche? Moi, je ne pense pas que ce soit sur cet échiquier-là qu'il faille se positionner. La question, elle n'est pas d'être dans un camp ou dans un autre, mais de se regrouper parce qu'on a des valeurs en commun. L'indépendance, l'éthique, la solidarité, toute une série de valeurs qui peuvent nous situer dans un camp. Mais la question, elle n'est pas d'être de gauche pour être de gauche. L'indépendance, c'est bien aussi d'être capable de critiquer son propre camp. Hier, sur l'édition du 21 octobre, on avait Politis qui expliquait comment la gauche était étrangement silencieuse sur l'affaire Sarkozy, par exemple. Bon, est-ce que, si on devait dire est-ce qu'on est de gauche, ça voudrait dire supporter un camp en permanence? Non, ça veut dire exercer son indépendance, c'est la valeur cardinale de ces médias, et c'est ce qu'on retrouve là-dedans. Alors, je voulais aller... oui, du coup, la question subsidiaire, c'était est-ce qu'il y en a d'autres qui vont vous rejoindre et monter à bord de ce projet? Est-ce qu'on peut espérer que d'autres médias qui sont sur le même type d'abonnement, de fonctionnement, vous rejoignent? Vous noterez que la collaboration est belle, je fais la parenthèse. C'est Basta qui charge la page d'abonnement de la presse libre. Hein. Tout ça se fait de manière très commune. Alors oui, on espère recruter le maximum de médias indépendants sur abonnement. Il se trouve quand même que c'est un pari. C'est le pari qu'on va faire plus d'abonnés tous ensemble qu'on en ferait chacun dans notre coin. Alors comme c'est un pari, comme ça n'a jamais été fait, y a ceux qui tentent le pari et puis ceux qui attendent un peu. On ne juge pas ceux qui attendent un peu. Seuls les mois qui viennent, les années qui viennent nous donneront la réponse de est-ce que ça marche ou pas la presse libre, est-ce que c'était la bonne solution. En tout cas, on tente ensemble en se disant on va avoir plus de lecteurs, plus d'abonnés, on va être plus fort, on va avoir plus de moyens pour enquêter, comme on le disait tout à l'heure. Et par ce biais-là, on va peser davantage sur l'agenda médiatique. C'est ça le pari. Ok, donc du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est que si on était abonné à Arrêt sur Image ou à Politis, etc., la formule que vous proposez aujourd'hui, c'est que pour 19,90 €, quelque chose comme ça? Ça, c'est le prix... c'est le prix de départ. C'est le prix final, pardon. Au départ, on a ce prix qui peut rester important pour des gens, de 14,90 € par mois au lancement. C'est divisé par 4 environ le prix qu'on paierait si on devait s'abonner à tout ça. Ok. Donc voilà. Donc en tout, voilà. Avec cette offre-là, on peut accéder pour l'instant à ces 8 médias. La question, c'est est-ce que finalement, en gros, comment on va convaincre de payer cette somme-là pour avoir accès aujourd'hui au contenu de 8 médias quand on sait que la majorité des gens s'informent aujourd'hui via ce qui va leur arriver sur leur smartphone, type je pense à Google, etc., les réseaux sociaux. Comment tu les convaincs? Alors, le pari, il est culturel. Il est de dire, sortons d'une forme de sidération face à cette info fast-food qu'on peut nous servir et convainquons toujours que pour avoir une information indépendante, il faut que le journal vive de ses lecteurs et de ses lectrices. Donc nous, on a choisi l'abonnement, d'autres ont choisi le don. On n'est pas en train de juger les modèles, mais une chose est sûre, si vous ne contribuez pas à l'assise financière d'un média, ça veut dire que son seul but n'est pas de servir ses lecteurs et ses lectrices, mais bien les intérêts d'un propriétaire, d'un publicitaire, ou en tout cas, comme on dit, de construire des environnements favorables à l'annonceur. C'est-à-dire des espaces où on va pouvoir trouver de l'argent par d'autres biais. Là, on dit non, nous, nos médias, ils sont là grâce à vous, pour vous. Et si vous venez, si vous les soutenez, ils existent. Si vous n'êtes plus là, ils ne sont plus là. Donc c'est aussi simple que ça. Et alors, une autre question, c'est que est-ce qu'on pourrait imaginer que des médias qui fonctionnent avec d'autres types d'abonnements, ou justement pas d'abonnements, type Reporter, etc., Basta et d'autres, puissent rejoindre finalement ce portail-là, ou en gros, est-ce que vous embarquez d'autres types de médias que ceux qui fonctionnent uniquement sur abonnement? Alors, pas pour le moment. Parce que déjà, mettre tout le monde autour de la table,
était une chose pas évidente. Et puis, il faut répartir le produit de cet abonnement. Je ne l'ai pas dit, la presse libre, c'est une association de médias. C'est-à-dire que ce n'est pas un intermédiaire qui fait des bénéfices sur vos abonnements. C'est bien un endroit où on va servir. Donc, il fallait trouver la règle qui convienne à tout le monde. Donc, on l'a fait pour les médias sur abonnement. On espère pouvoir rentrer ceux qui ont prouvé leur indépendance avec une économie du don, Basta, Reporter, etc. Et puis, on donne aussi une fenêtre. C'est-à-dire qu'on va... entre nos deux portails, essayer de se donner de la visibilité et donc offrir une fenêtre sur le portail des médias indépendants de Basta pour que tous ces autres titres soient sur abonnement et qu'ils n'ont pas rejoint encore la presse libre, soit des médias sur le don, puissent avoir une visibilité. On n'est pas dans un club fermé qui dirait que l'indépendance vit seulement à cet endroit-là. Alors, de toute façon, vous allez vous aussi avoir des questions. Je vais demander aussi à nos collègues du portail des médias indépendants de se rapprocher pour qu'on puisse aussi présenter notre plateforme. Mais le temps qu'ils arrivent, j'aurais quand même une autre question, c'est par rapport à votre modèle économique. En clair, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait atteindre comme nombre d'abonnés pour la presse libre pour qu'on puisse espérer que cette plateforme-là, elle puisse perdurer dans le temps, elle puisse grandir et elle puisse accueillir aussi d'autres médias. En gros, c'est quoi vos objectifs ? Alors, l'objectif à 2 ans, c'est 10 000 abonnés pour cette plateforme. Aujourd'hui, on a déjà fait 1/5 du chemin, alors qu'on s'est lancé le 15 octobre, c'est-à-dire qu'on est déjà à 2000 abonnés. C'est-à-dire qu'on fait la démonstration que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre ce genre de choses. On a besoin de multiplier par 5, c'est à la fois très peu et énorme, mais en tout cas, on l'a fait en, 5 jours, c'était un peu exagéré. Vous l'avez lancé le 15 octobre. Ouais. Donc ça veut dire que une semaine après le lancement, on en est là. Il y a eu une période de prévente, on ne dit pas que c'est entre le 15 et aujourd'hui, mais on sent qu'il y a une dynamique, donc on va la tirer au maximum. 10 000, c'est l'objectif pour bien faire vivre cette plateforme. On trouvera des solutions à moins. Mais on a besoin de ça, et puis surtout, 10 000, c'est 10 000 lectrices et lecteurs qui s'informent différemment. Et c'est 10 000 lectrices et lecteurs qui partagent une autre information, qui pèsent autrement sur le débat. Et le fond, il est là. Et en plus, ça renforce des médias qui ont du sens, dont les enquêtes, dont les reportages sont puissants. Et on va leur donner les moyens de faire plus, d'enquêter plus. On a diffusé des choses super depuis qu'en une semaine, l'impunité de l'extrême droite lyonnaise, l'extrême droite violente avec Rue 89 Lyon, c'est 3 journalistes Rue 89 Lyon. Ils sortent des choses que la presse lyonnaise est incapable de sortir. Et ils sont 3, ils sont d'une détermination folle. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'ils étaient 5, s'ils étaient 6, s'ils étaient 10, s'ils créaient une rédaction plus puissante ? C'est à ça que ça sert, ce qu'on fait. Eh bien, écoute, merci Jean-Marie. Ce que je propose, c'est que Léna et Théo, qui vont présenter le portail, puissent se rapprocher. Vous fassiez une présentation également, et on prend vos questions, et on se retrouve après autour d'un verre. Ah, c'est bon. Hop, on a trouvé nos propres micros. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc enchantée, moi je suis Léna Rosada, je vous présente Théo Cyr. Théo travaille pour Basta et moi pour la presse libre. Vous nous avez vu faire l'entrée, je pense, quand vous êtes arrivés. Et on vous a dit qu'on était le clou de la soirée, voilà. C'est ça. Donc nous, on va vous présenter surtout le portail des médias indépendants, donc c'est notre tour. Donc même chose, on fait un échange entre quelqu'un de la presse libre et quelqu'un du coup du portail des médias indépendants, un peu pour présenter rapidement en quoi ça consiste, quoi. Du coup, Théo, tu peux nous présenter un petit peu ce portail pendant que je fais défiler la page pour nos spectatrices. Alors du coup, le portail, donc à l'inverse, c'est pas un projet qui a exactement la même démarche. La démarche, du coup, nous, c'est de faire une sorte de carrefour, entre guillemets, de l'actualité. Mais une sorte de page d'accueil où vous pouvez vous rendre pour essayer de trouver de l'information indépendante, ou en tout cas sans pression mise sur les journalistes, sans pression mise sur la rédaction, où vous êtes sûr et certain en tout cas que le sujet est traité de façon équilibrée, sans biais, et que, encore une fois, qu'il n'y ait pas de pression, que ce soit des médias indépendants, mais de la façon la plus simple possible. En gros, moi je vous prends un exemple que j'avais déjà utilisé en présentant le portail récemment, c'est que si vous cherchez par exemple des informations sur un sujet précis, sur un scandale précis, et notamment un scandale financier par exemple, vous allez essayer de vous dire, je vais trouver quelque chose qui soit qui soit quelque chose de neutre, qui soit quelque chose de complet, qui soit quelque chose sur lequel j'ai aucun doute, et parce que vous n'avez pas forcément le temps, et c'est la majorité, nous y compris aussi en tant que journaliste, on n'a pas toujours le temps de lire une quinzaine d'articles pour se faire un avis. Donc pour gagner du temps, pour essayer aussi d'être sûr de ce qu'on lit, tout simplement,
En fait, l'idée du portail, c'est de mettre des médias indépendants au même endroit, de faire des sélections. On fait 3 sélections par jour, une le matin, une le midi et une le soir. Et on est collé au mieux à l'actualité pour justement vous donner des contenus qui sont faciles à comprendre, enfin qui sont faciles à comprendre en tout cas, qui sont complets, qui sont de médias indépendants, donc qui vont vous donner toute cette information sans avoir besoin d'aller sur, je sais pas, une dizaine de sites différents, de passer 30 minutes, voilà. Et d'ailleurs, on se rend compte, enfin là, si je regarde, je prends juste la page d'accueil, ouais. Il y a Reporter, Mediapart, vers le Bondi Blog. En bas, on avait Fakir. Enfin, je crois qu'en tout, vous avez plus d'une centaine de médias indépendants qui sont recensés. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous les avez choisis, sur quels critères, etc. Ouais, alors ça, les critères, c'est vrai que c'est un défi parce que du coup, forcément, si on dit tous les médias indépendants, on dit c'est quoi un média indépendant, évidemment, et quand on sélectionne les articles, je peux vous le dire, moi, c'est moi qui m'en occupe. Le matin, quand j'arrive, dès 9h, il y a environ 300 articles à lire, quoi. Donc évidemment, l'idée, c'est pas de tout lire et de... Ça, c'est un algorithme qui vous le permettrait, en fait, de tout lire et tout dire et coller au mieux de ce que, à peu près, il pense que vous aimez. Là, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un d'humain qui, derrière, prend le temps de trier en fonction d'une sélection d'actualités un peu équilibrée. Donc on met autant de l'écologie, du politique, de l'économie, et d'essayer de garder ce qui a le plus pertinent, ce qui a le plus de valeur, entre guillemets, ou ce qui va donner en tout cas une sorte de pas de côté à l'actualité, quoi. Quelque chose qui complète, ou qui en tout cas fasse autre chose que ce que fait la presse traditionnelle, quoi. Et donc pour sélectionner ça, pour faire ces choix-là, c'est des règles qu'on s'est fixées. Donc pour faire des médias indépendants, c'est des questions de la structure de propriété, c'est savoir si le propriétaire du coup qui détient ce média, justement, il n'a pas une part majeure dans quelque chose d'autre. C'est la question de ne pas avoir, la dépendance économique, que du coup forcément ça soit un média qui dépend en majorité du coup de son audience, donc que ça soit pas, je sais pas, la publicité en grande majorité ou que ça soit un industriel comme on le voit souvent. Et puis voilà, donc en correspondant à ça, en collant aux questions de déontologie, nous on intègre le média. Et d'ailleurs, s'il y a des médias indépendants qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter et après nous on les intègre ensuite si ça colle à ça. Et ensuite, par contre, le choix du matin, du midi ou du soir qu'on fait, c'est forcément imparfait, ça ne collera pas forcément à ce que tout le monde souhaite, mais l'idée, c'est en tout cas d'avoir le truc qui est le plus varié et dans les formats et dans les thèmes. Vous verrez aussi qu'on a des contenus qui parfois sont payants. Ouais, alors tu suggères que votre page, elle peut être imparfaite, c'est ce que tu viens de dire. Moi, j'aimerais souligner, au cas où c'était pas clair, que du coup Théo est journaliste et qu'au quotidien, il opère un travail de sélection qui est impressionnant. Tout à l'heure, on discutait dans les couloirs, il me disait, je lis plus de 300 articles par jour. Non, j'en lis pas. Enfin, tu les parcours quand même. Je parcours, ouais, c'est ça. C'est qu'il y a forcément, oui, c'est pas... malheureusement, j'ai pas assez de temps où il faudrait être vraiment une dizaine à lire tout le temps, etc. Donc oui, forcément, ce que je veux dire par imparfait, c'est qu'en fait, forcément, on peut s'attendre, par exemple, à se dire, il y a telle enquête que j'ai vue dans la presse indépendante, d'aller sur le portail, de ne pas forcément la trouver. C'est forcément un choix qui est subjectif, puisque, comme tout journalisme, c'est subjectif, quoi. Mais l'idée, c'est d'être le moins subjectif possible, d'être le plus complet, en tout cas. Donc, et il est ni algorithmique, ni aléatoire, et c'est pas un Google Actualité. Je sais que vous avez à cœur cette formule. Exactement. Ne pas être, être le Google Actualité de la presse indépendante. Non, mais c'est ça. C'est d'essayer de se dire que du coup, c'est imparfait, mais au moins c'est quelqu'un qui cherche à vous sélectionner et qui plutôt par contre de coller uniquement à ce qui va faire sensation ou de coller à ce qui va peut-être vous plaire le plus. Je ne sais pas, vous lisez beaucoup d'articles sur la politique française, je ne sais pas, sur la gauche. On va vous proposer que des articles sur la gauche. Je rejoins un peu ce que Jean-Marie disait tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est d'aller aussi en contraire en fait, de ça et d'essayer de vous proposer plutôt quelque chose qui va vraiment peut-être vous bousculer aussi parfois, qui ne va pas être la première chose que vous allez lire. Je prends l'exemple d'ailleurs aujourd'hui, j'ai justement écrit un résumé, parce qu'on écrit aussi des résumés sur des articles qui nous paraissent intéressants de mettre en avant. Sur l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo. J'imagine que la majorité de la salle, c'est pas forcément le sujet qui l'intéresserait à première vue. Ça dépend des gens, évidemment. Mais vous n'êtes pas dans une logique de ce qu'on appelle en français le putaclic, en fait, de mettre des titres pour qu'on clique dessus. Non, et d'ailleurs, parce que Basta est un média qui vit sur les dons, c'est ça ? Ouais, Basta est un média qui vit sur les dons. Là, d'ailleurs, c'est le même système. Comme je vous disais, du coup, la plateforme, elle est gratuite. Effectivement, parfois, il y a des articles payants, mais nous, on n'est pas du tout rémunérés en mettant des articles payants. Vraiment, le choix est libre. C'est juste pour soutenir aussi le format payant du coup, de la presse indé.
mais la plateforme est en majorité gratuite et on vit de dons uniquement. Il n'y a pas de publicité non plus. Donc on vit des dons de Basta, effectivement, qui marchent uniquement au format don. Et des dons qui seront peut-être faits au portail. Oui, j'allais te taquiner là-dessus d'ailleurs, parce que je voyais des articles de Mediapart. Alors moi, j'ai souvent l'habitude de vouloir lire des articles sur Mediapart et de ne pas pouvoir parce qu'ils sont payants. Comment vous avez pensé cette cohabitation de contenu gratuit, contenu payant sur la page, et comment est-ce que vous la défendez un peu ? C'est sûr que c'est une question, parce que quand on arrive à vous dire vous inquiétez pas, j'ai un endroit parfait pour lire l'actualité, vous prenez pas la tête, c'est les médias indés, c'est parfait, allez sur ce site-là, on peut freiner certaines personnes quand ils arrivent. Et d'ailleurs, on a eu quelques retours au début de ça, de nous dire mais pourquoi est-ce qu'il y a des articles payants ? C'est bizarre, j'ai envie de lire cet article et finalement je me retrouve à cliquer sur quelque chose, un paywall. Donc l'idée c'est de nous dire on relaie les médias indépendants, donc on relaie aussi beaucoup de médias qui ont des formats payants, parce que l'info indépendante coûte. Et il faut payer pour l'info indépendante parfois. Il y a certaines infos, et si on prend l'affaire Sarkozy récemment, Mediapart l'a sorti aussi. Enfin voilà, c'est un média payant et il finance plein d'enquêtes et ça marche aussi comme ça. Donc notre idée, c'est pas de se fermer à ça et de relayer aussi ces médias-là. Maintenant, on a quand même un engagement. Et si vous vous rendez sur le portail des médias indépendants, dans les choix qu'on fait, au-delà des formats, de la variété des sujets et tout, on se dit, comme règle, une majorité d'articles gratuits. L'idée, c'est quand même de pouvoir avoir, par exemple, sur des sujets, y compris l'affaire Sarkozy-Kadhafi récemment, on a mis des articles qui étaient payants, et évidemment de Mediapart, puisque c'est eux qui ont sorti l'affaire et qui avaient peut-être des retours intéressants sur cette affaire. Mais l'idée, c'était toujours de mettre un contenu sur ce sujet-là qui pouvait être gratuit. On veut en fait, dans cette idée de portail, redonner un peu du choix, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi l'idée... Pardon. Ouais, non, vas-y, pardon. Et ce choix, il est quand même super large, parce que quand j'ai préparé ton interview, j'ai quand même bien regardé le portail, par ailleurs, parce que je le trouve très intéressant en tant que journaliste aussi. Ouais. Et j'ai remarqué que vous avez une section dédiée à l'international, où vous aspirez, vous référencez aussi des contenus issus de médias internationaux. Ouais, c'est vrai que c'est un choix aussi. Même démarche en fait, c'est de se dire on met en avant des médias indépendants pour les mêmes raisons que j'ai énoncées plus tôt. Donc des pas de côté, des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs, des voix qu'on n'entendrait pas ailleurs aussi. Enfin, tout ce dont on a discuté ce soir. On faisait déjà, en fait, il y avait une première version du portail des médias indépendants qui existait avant ce portail qui s'est lancé récemment, qui mettait aussi en avant des médias internationaux. Et pour la même raison, on les a remis, parce que notre idée, c'est de se dire c'est de lire, il faut idéalement lire les récits des gens qui vivent justement ces récits-là. Enfin, je veux dire, quand on voit ce qui se passe, par exemple, si vous en avez entendu parler, mais en Bolivie, il y a toute une affaire, la présidente a été destituée, il y a un nouveau président qui a été nommé par intérim mais qui est accusé de viol, il y a énormément de choses en très peu de temps, ou même les mouvements sociaux avec la Gen Z récemment. Bon, c'est plus intéressant, parfois, j'aurais dit souvent, de lire justement un article de Madagascar ou de journalistes de Madagascar qui parlent de l'événement et de la manifestation qui se passe à Madagascar, pour donner peut-être plus d'éléments qu'on aurait uniquement à ce moment-là avec ce genre de médias. Bref, l'idée c'est d'avoir essayé de compléter au mieux en fait l'actualité et l'information que vous pouvez avoir du mieux possible et de la plus indépendante possible, quoi. Et il y a peut-être juste encore une toute petite frustration, c'est que là je vois un article qui est en espagnol. Alors ça va, l'espagnol je le parle. En dessous c'est un article en turc. Le turc, non. Comment est-ce qu'on fait alors pour avoir accès à ces articles-là ? Tu apprends le turc, je suis désolé. Non, oui. C'est le choix aussi, et ça sur le précédent portail, c'était pas le cas, mais là on a fait un choix qui effectivement peut diviser. Si vous cliquez sur le premier lien, en fait, par exemple, vous allez voir qu'entre parenthèses, il y a marqué la note, il y a marqué la langue, donc c'est marqué turc. Donc si vous lisez le turc, vous allez cliquer dessus. Si vous ne lisez pas le turc, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté. Nous, on propose toujours, et d'ailleurs, si tu peux le montrer sur le portail, en dessous du titre, en fait, il y aura un second lien qui va vous proposer une traduction automatique en français. Spoiler, la traduction automatique se fait avec Google. Alors oui, on vous dit qu'on n'est pas le Google Actu, qu'on veut être anti-ça, etc. Et pour certaines personnes, ça peut bloquer. On se dit, on n'a pas envie d'utiliser Google tout court. Nous, encore une fois, le portail, c'est une option. Donc en fait, on vous donne du choix à lire. Si vous n'avez absolument pas envie de lire ces articles-là et que vous ne lisez pas la langue, vous pouvez ne pas le faire. Mais au-delà de vous donner du choix, on veut aussi vous donner des accès, enfin rendre le truc accessible, quoi. Si on mettait plein d'articles, justement, par exemple, de médias, d'un truc super intéressant, mais que vous ne parlez pas l'espagnol, et que du coup, ça vous bloque totalement à l'entendre et à pouvoir lire ce que les journalistes sur place disent, pour nous, ça peut vous enlever une partie un peu de l'accessibilité.
Oui, on reste sur un truc qui est fluide, quoi. On va sur la plateforme et si ça nous intéresse, on clique et on a accès à l'information. Mais au moins, vous avez le choix, si vous le souhaitez, de lire l'article avec une traduction. Et on a aussi malheureusement choisi Google parce que c'est le seul qui permet une traduction un peu automatisée et de qualité malgré tout. Donc voilà, c'est pas du tout obligatoire, encore une fois, mais c'est un choix si vous souhaitez lire ces récits-là. Merci beaucoup Théo pour cette présentation. Merci Anna. Merci à vous deux.